Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. J'aurais tellement préféré vous rencontrer à Paris, tel que cela avait été prévu. Mais la Covid, encore une fois, en a décidé autrement. Il nous a paru important que vous puissiez connaître le déroulement d'une assemblée générale de la conférence des bâtonniers. Mes chers amis les bâtonniers, je sais que vous aviez prévu de venir nombreux aujourd'hui, car vous êtes attachés à ces moments de rencontre, à ces moments d'échange et de convivialité qui font partie de votre vie de bâtonnier. Ce n'est que partie remise. Dès qu'il sera possible de nous rencontrer de nouveau, nous le ferons avec beaucoup de bonheur. Le préfet a décidé la semaine dernière d'annuler notre assemblée générale en présentiel. Les équipes de la conférence, que je remercie, se sont immédiatement mobilisées pour que notre assemblée générale puisse quand même avoir lieu de façon dématérialisée. Il n'était pas possible de nous déplacer ailleurs. Le bureau et moi-même espérons vivement que les formations prévues dans les prochains mois puissent enfin se tenir. Je vous les rappelle. Les 27, 28 et 29 mai à Limoges sur le thème de la discipline. Les 1er, 2 et 3 juillet à Bayonne ou à Biarritz sur les honoraires, la taxation et l'aide juridictionnelle. Le 7 octobre à Reims. Notre université d'été se tiendra en Corse du 25 au 28 août et portera sur le thème « Comment motiver ses troupes ». L'Outre-mer, très isolé actuellement, devrait pouvoir nous retrouver à Saint-Denis de la Réunion lors du second semestre. N'oubliez pas non plus nos assises de l'ordinalité qui auront lieu à Paris le 20 octobre en collaboration avec le barreau de Paris. Il est important que nous puissions évoquer avec vous les très nombreux sujets d'actualité liés notamment à un calendrier parlementaire très serré et sur lesquels travaillent les présidents de commission concernés avec leur équipe. Les délais qui nous sont imposés sont toujours extrêmement courts et les membres du bureau ne comptent plus les auditions, les analyses de textes, les propositions, les contributions établies tard le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et pendant les vacances. L'actualité donc est particulièrement dense et les sujets sur lesquels nous sommes interrogés ne le sont pas moins. Les réunions avec les sénateurs et les députés sont fréquentes et nombreuses. Nous avons par ailleurs et par exemple été entendus sur le sujet du traitement des dossiers longs et complexes en matière civile par la mission de l'Inspection générale de la justice. Je remercie à cet égard les conférences régionales qui ont apporté leurs réflexions et leurs contributions. Nous serons entendus tout prochainement dans le cadre de la mission présidée par Georges Richelme, Justice économique, qui a trait au rôle de l'institution judiciaire à l'égard des entreprises en difficulté. La conférence a dernièrement contribué à la mission relative aux mesures visant à la résorption des stocks organisée par la chancellerie, mission qui est toujours en cours. Nous serons également entendus la semaine prochaine sur la loi Sapin 2 portant sur la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Cette demande importante d'avis et de contribution de notre conférence est certes liée aux débats parlementaires qui sont très denses, mais elle est aussi incontestablement due à la méthode de la chancellerie que nous avions dénoncée auprès du garde des Sceaux. Il est nécessaire de faire avec nous, parce que nous savons ce qui se passe sur le terrain, parce que nous connaissons les attentes quotidiennes de nos confrères. Les recours dans lesquels la conférence des bâtonniers est intervenue vont dans ce sens-là. Le juge des référés du Conseil d'État, le 12 février dernier, n'a-t-il pas suspendu l'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 qui autorisait le recours à la visioconférence devant les juridictions pénales autres que criminelles, sans l'accord des parties et qui portait une grave atteinte au droit de la défense? Par ordonnance rendue le 3 mars de cette année, Ordre des avocats de Montpellier, dont je salue
monsieur le bâtonnier Nicolas Bedel de Buzaringue, le Conseil d'État n'a-t-il pas permis de recevoir nos clients après 18 heures? Je remercie ici tout particulièrement le travail précieux du bâtonnier Patrick Lingipé dans le cadre des très nombreux recours auxquels participe notre conférence. L'actualité, c'est toujours l'unité que nous voulons et que nous préservons avec Jérôme Gavaudan et Olivier Cousy. Ainsi, nous n'avons pas hésité une seconde à écrire ensemble au garde des Sceaux le 15 mars dernier pour lui demander son intervention pour faire toute la lumière sur l'incident intolérable qui a eu lieu le 11 mars à l'audience du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Tous les avocats de France étaient, à juste titre, extrêmement surpris et inquiets. Nombreux sont ceux qui se sont mobilisés pour le faire savoir. Comment est-il envisageable qu'un avocat soit ainsi expulsé d'une salle d'audience par les forces de l'ordre sur ordre du président, alors qu'il exerçait tout à fait légitimement les droits de la défense de son client? Comment est-il envisageable qu'il soit dit haut et fort que les prévenus feraient mieux d'être jugés sans avocat? J'imagine, et je fais un petit clin d'œil, les réactions de notre regretté confrère Maître Mo sur Twitter. Pourquoi ne pas avoir suspendu l'audience et appelé le bâtonnier, ainsi que cela est prévu dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats? Le rôle du bâtonnier est bien de calmer ce genre de situation. Si le bâtonnier avait été appelé, nous n'en serions certainement pas à cette extrémité qui a montré une image de la justice dont nous avons honte. Cette atteinte au respect de notre robe et de ce que nous représentons n'est pas acceptable. Comment nos concitoyens peuvent-ils encore croire en leur justice? Dans un état de droit, la force ne doit jamais l'emporter sur le droit. Le Premier ministre a fort heureusement immédiatement réagi en saisissant, dès le lendemain, l'inspection générale de la justice d'une inspection de fonctionnement. Nous attendons incessamment sous peu, avec beaucoup d'attention, les conclusions qui devraient être déposées dans les 15 jours de la saisie. Nous nous sommes rendus avec Monsieur le Président du Conseil national des barreaux auprès des bâtonniers d'Aix-en-Provence, de Nice et de Marseille pour rencontrer les chefs de la Cour d'appel le 19 mars. Au cours de cette rencontre, nous avons rappelé la vive émotion, l'extrême émotion de l'ensemble de la profession. Et il a été pris acte de la saisine de l'inspection générale par le Premier ministre. La volonté de poursuivre le dialogue de qualité au niveau local et régional a été réitérée. Il a été convenu d'approfondir la réflexion commune sur les relations avocats-magistrats à l'occasion du débat judiciaire et sur le respect des principes fondamentaux auxquels nous sommes tant attachés. Un groupe de travail commun sur le sujet sera mis en place localement et régionalement par les instances de la concertation. Ce sujet crucial des relations entre les avocats et les magistrats continuera également à être une priorité au niveau national. La réunion organisée par la délégation des barreaux de France le 17 mars a été une première que l'on ne peut que saluer. Elle avait pour but de mettre en place une formation commune aux futurs avocats et aux futurs magistrats concernant le droit de l'Union européenne. Nous veillerons entre autres à relancer le Conseil consultatif de déontologie avocats-magistrats dont fait partie la conférence des bâtonniers. Je souhaiterais maintenant évoquer avec vous le projet de loi « Confiance dans la justice » que nous avons beaucoup travaillé et que nous surveillons également de très près. Nous avons été ravis d'apprendre de la part du garde des Sceaux lui-même, le 4 mars,
que le projet de l'avocat salarié en entreprise et l'expérimentation qui avait été souhaitée avaient été abandonnés par la chancellerie. Ce projet, qui portait atteinte à notre indépendance, à notre secret professionnel, au rôle et au pouvoir du bâtonnier, contrevenait gravement aux principes essentiels de notre profession. Ce projet était aussi en totale contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de justice européenne. Votre très forte mobilisation a payé, et c'est fort de cette mobilisation que nous sommes allés porter votre voix au ministère lors des 2 réunions qui ont eu lieu les 16 et 23 février. La conférence des bâtonniers est bien évidemment attentive aux intérêts et aux besoins des entreprises. Nous restons en contact avec les interlocuteurs du dossier. Cela permet une vigilance saine dans le cadre des débats parlementaires, car nous le savons bien, le serpent de mer qui est l'avocat salarié en entreprise peut revenir lors de ces débats qui auront lieu mi-mai. Il peut revenir par le biais d'amendements qui seraient déposés. Je remercie le groupe de travail avocats salariés en entreprise présidé par Madame le bâtonnier Gwenaëlle Vautrin, qui reste extrêmement attentif à la question. Le projet de loi Confiance dans la justice porte aussi sur notre secret professionnel qui est incontestablement en danger. Nous ne pouvons accepter que le secret de l'avocat soit limité au seul secret de la défense. La protection du secret professionnel doit concerner toutes les activités de l'avocat. Nous ne pouvons accepter la création de 2 régimes juridiques de protection selon les activités de l'avocat, alors que l'article 66-5 de la loi de 1971, que nous connaissons bien, n'en prévoit qu'un seul. Cet article est très clair et je vous le lis parce qu'il est important de l'avoir en tête. En toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières et celles portant la mention officielle, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Ce texte a été, je le rappelle, le vœu du législateur de 1971 et constitue un principe fondamental du droit de nos clients de pouvoir se confier à leur avocat sans crainte de voir le droit se retourner contre eux. Je continuerai, au nom de la conférence des bâtonniers, à solliciter que le principe du secret professionnel de l'avocat, tel qu'il est rappelé par la loi de 1971, soit inséré dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale à côté des grands principes qui régissent la procédure pénale. Nous allons également demander à saisir le Conseil des barreaux européens pour qu'il prenne une résolution sur le secret professionnel de l'avocat en toute matière. Je sais que la délégation française du CCBE, présidée par le bâtonnier Bertrand Debosc, et la délégation des barreaux de France, présidée par Monsieur le Président Laurent Petiti, seront une aide précieuse. La dimension européenne sera essentielle dans le cadre des débats parlementaires. Le volet civil du projet prend en considération notre demande insistante depuis plusieurs années. Les actes contresignés par avocat constatant des transactions ou des accords issus d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative seront revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. C'est une première avancée qu'il convient de saluer. Madame le bâtonnier Hélène Moutardier, présidente de la commission civile, l'évoquera avec vous tout à l'heure. Le volet pénal du projet de loi comporte quant à lui
il est vrai également des avancées, mais qui ne sont pas suffisantes. Le secret de la défense est bien renforcé sur 2 points. Les perquisitions dans les cabinets d'avocats sont encadrées puisqu'il est prévu qu'elles n'auraient lieu qu'à la seule condition que l'avocat participe à une infraction. Un recours est prévu devant le premier président de la Cour d'appel à l'encontre de la décision du JLD lors du contentieux de la saisie de pièces dans le cabinet d'avocats. Il s'agissait des propositions de la conférence des bâtonniers devant la formation Mattei. Lorsque le projet de loi viendra devant l'Assemblée nationale, il nous appartiendra de veiller à ce que le dispositif de protection du secret professionnel en matière de perquisition soit étendu aux décisions de mise sur écoute d'un cabinet. Il faudra aussi veiller à ce que dans cette hypothèse qui porte fortement atteinte au secret professionnel, cette décision soit du seul ressort d'un juge du siège et qu'un recours soit possible contre cette décision. Il conviendra encore de veiller à ce que, lorsqu'il est décidé de procéder à une saisie des données numériques ou plus généralement de tout élément qui permet de géolocaliser un avocat, ces mesures soient elles aussi limitées au seul cas où l'avocat participe à une infraction. Il est nécessaire que cette décision émane d'un juge indépendant du juge de l'enquête. Et il est nécessaire aussi que cette décision soit soumise à recours. Il est aujourd'hui indispensable que toutes ces atteintes au secret professionnel dépendent de la seule décision d'un magistrat qui n'est pas le juge de l'enquête, mais qui est bien, encore une fois, un juge indépendant avec une possibilité de recours contre sa décision. Ce sont les conditions minimums qui permettront demain une véritable protection de notre secret professionnel. Monsieur le garde des Sceaux ne souhaite-t-il pas restaurer la confiance dans la justice? Ce dernier nous a indiqué que des améliorations seraient envisageables au cours des débats parlementaires, dont acte à surveiller. La transparence et la confiance dans la justice ne doivent pas avoir pour but de détruire ou de modifier ce que la profession a toujours respecté dans une matière qui nous est particulièrement chère également, la procédure disciplinaire. Les dispositions prévues dans le projet de loi ont été dénoncées avec fermeté lors de notre entretien avec Monsieur le Président du Conseil national des barreaux et Monsieur le bâtonnier de Paris, lorsque nous avons été reçus par Monsieur le garde des Sceaux le 4 mars dernier. Nous avons clairement fait état de notre opposition aux dispositions disciplinaires avancées, qui sont en réalité des marques de défiance et de suspicion envers notre profession. Les avocats ne peuvent pas être placés sous tutelle. Alors que cela ne s'était jamais passé auparavant, nous avons pu être en possession du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire avant qu'il ne soit remis au Conseil d'État pour faire part de nos observations et de nos propositions sur certains points. Nous nous y sommes attelés en 48 heures avec des résultats qui sont loin d'être à la hauteur de notre investissement. Nous l'avons déjà dit, la conférence des bâtonniers n'a pas hésité à travailler depuis 2012 sur des propositions d'évolution de la procédure disciplinaire. Parce qu'il y a des évolutions, parce qu'il y a des mutations et parce qu'il convient de simplifier cette procédure disciplinaire. Le Conseil national des barreaux, je vous le rappelle, a adopté le 3 avril 2020 des propositions d'adaptation et de réforme de cette procédure. Il s'agit de propositions pragmatiques et qui sont issues de l'expérience. Il est temps que le ministère de la Justice en prenne parfaitement connaissance. Les points concernant la présidence du Conseil de discipline, l'échevinage et la saisine directe du Conseil de discipline par le plaignant sont loin
d'être dans cette optique de pragmatisme et d'expérience. Il n'y a aucune raison pour que le conseil de discipline ne reste pas présidé par un avocat. En 2011, le Conseil constitutionnel a lui-même déjà jugé qu'un conseil de discipline dans chaque cour d'appel garantit l'impartialité de l'instance disciplinaire des avocats. Impartialité qui nous est opposée. Pour ce qui est de l'échevinage, la profession s'est déjà prononcée en sa faveur parce qu'elle permet d'apporter aux magistrats la culture de l'avocat. Il est nécessaire pourtant que les 2 avocats qui siégeront en appel soient désignés par le président du conseil de discipline parmi les membres en exercice. Il n'est pas envisageable, enfin, que le plaignant, qui ne fait pas la différence entre une question de responsabilité, une question de déontologie et une question de discipline, puisse saisir de lui-même, au surplus sans aucun filtre, le conseil de discipline. Cela affaiblirait considérablement la confiance entre les avocats et leurs clients. Rappelons-le, le plaignant n'est pas une partie à la procédure. La procédure disciplinaire a pour but de sanctionner le manquement professionnel d'un avocat et non la réparation d'un préjudice. La saisine directe du conseil de discipline par le plaignant serait un recul considérable que nous ne pouvons pas accepter. La transparence à tout prix ne peut pas être synonyme de recul contre-productif. Nous veillerons donc avec attention, dans le cadre des amendements à venir, à ce que notre profession ne soit pas placée sous tutelle, car nous le vivons tous les jours et nous le savons, elle est distincte des autres professions du droit. Nous sommes indépendants, nous ne sommes pas des officiers publics ministériels. Nous nous opposons, nous contestons, nous dénonçons, nous construisons. Nous sommes tournés vers l'avenir et nous continuerons dans cette direction. Et nous avons une relève assurée. J'en ai été témoin lors du Conseil international des plaidoiries qui s'est tenu à Caen dimanche dernier. Nous avons pu entendre avec Olivier Coussy et Jérôme Gavaudan de jeunes avocats, battants, talentueux, remplis d'énergie, qui auraient tout à fait leur place au sein des conseils de l'ordre et qui pourraient incontestablement devenir un jour bâtonniers.